Mon frère s'est moqué de moi parce que je n'étais qu'une employée administrative devant tout le monde. Puis sa femme m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit un seul mot. Le silence s'est fait dans la pièce. Son visage a pâli, et il a enfin réalisé qui j'étais. J'étais à la moitié de mon café lorsque la voix de mon frère a percé le brouhaha du hall de la conférence. « Détendez-vous » a-t-il dit au cercle de personnes autour de lui, assez fort pour que la moitié de la salle entende. Ce n'est qu'une employée administrative. Un badge chic? Le même vieux travail de bureau. Quelques-uns d'entre eux ont ricané. J'ai ressenti chaque rire comme une gifle. Je m'appelle Chloé Dubois. Et d'aussi loin que je me souvienne, c'est tout ce que j'ai jamais été pour ma famille, celle qui est organisée, la fille qui répond aux courriels, réserve les vols et résout les problèmes de tout le monde discrètement, dans l'ombre. Aujourd'hui, cependant, je ne suis pas seulement la petite sœur de quelqu'un qui se tient en marge d'une conversation. Je suis au milieu d'un sommet sur le leadership que mon équipe a contribué à construire de A à Z. Et mon frère, pour qui je ne suis qu'une employée administrative, n'a aucune idée de la pièce dans laquelle il se trouve réellement. Il me désigne maintenant du doigt, toujours en pleine représentation. Elle adore ce genre de choses, les plannings, le codage par couleur, les feuilles de calcul. Je veux dire, il faut bien que quelqu'un imprime les badges nominatifs, non? Le groupe rit à nouveau. Ma poitrine se serre, mais je ne détourne pas le regard. Pas cette fois. À côté de lui, sa femme penche la tête, m'étudiant avec une curiosité que je n'ai jamais vue chez personne dans ma famille. Son regard passe vivement de mon badge au logo sur l'immense bannière derrière moi, puis revient sur mon visage. « Alors, Chloé » demande-t-elle en souriant poliment, « qu'est-ce que tu fais exactement là-bas » Le cercle entier se tait, attendant que je marmonne quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui correspond à l'histoire que mon frère raconte sur moi depuis des années. Mais ce n'est plus cette histoire. Je prends une inspiration, sentant des années de mots ravalés remonter à la surface, et je laisse ma réponse s'aiguiser en un seul mot qui changera tout. Avant de vous dire ce que j'ai dit et ce qui s'est passé après que le silence a frappé cette pièce comme une brique, dites-moi dans les commentaires quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où ce petit secret de famille est sur le point de voyager. On pense que les pires blessures viennent d'inconnus. Ce n'est pas le cas. Elles viennent des gens qui savent exactement où viser. En grandissant, mon frère était le fils autour duquel notre famille gravitait. Il s'appelle David, il a 2 ans de plus que moi. Et dès l'instant où il a réalisé son premier projet scientifique à l'école, tout le monde a décidé qu'il irait loin. David, c'est le cerveau, disait notre père à chaque barbecue, en lui tapant sur l'épaule. Chloé, c'est celle qui aide. Elle veille à ce que tout soit bien rangé. Tout grand homme a besoin d'une bonne assistante, a un jour plaisanté ma tante, en m'ébouriffant les cheveux comme si j'étais un animal de compagnie. Ils ont tous ri. J'ai forcé un sourire et ramassé les assiettes en carton. Ça a commencé petit. Quand nous étions enfants, je codais par couleur ses classeurs scolaires, je tapais ses dissertations quand son écriture était trop brouillonne, et je retournais à l'école en courant quand il oubliait ses devoirs. Si je demandais de l'aide pour mes propres projets, il haussait les épaules. Calme-toi, Chloé. Tu es douée pour organiser. Je suis doué pour agir. Au moment où nous sommes entrés dans nos études supérieures, le scénario était écrit. David a fait une école d'ingénieur. J'ai pris un emploi de réceptionniste à temps partiel dans un bureau et j'ai suivi des cours du soir à l'université, parce que personne dans notre famille ne pensait que cela valait la peine de payer pour mon diplôme. Tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux, a dit maman. Tu es pragmatique. Tu trouveras toujours du travail administratif. Les gens comme toi sont partout. Elle le disait pour me réconforter. J'ai ressenti cela comme une condamnation. Je me souviens encore de la première fois où David m'a qualifié de « juste employée administrative » en face. Il avait invité des amis à dîner pendant les vacances de printemps. Ils parlaient tous de stages, d'offres dans de grandes entreprises. « Et toi, Chloé ?» a demandé l'un d'eux. « Où travailles-tu » Je leur ai parlé du bureau où je gérais tout, de la planification des rendez-vous clients au suivi des dépenses. Ce n'était pas prestigieux, mais cela empêchait l'endroit de s'effondrer. David a reniflé. Elle n'est qu'une employée administrative, a-t-il dit sans me regarder. Elle empêche l'imprimante de pleurer. La table a éclaté de rire.
Mes parents n'ont pas dit un mot. J'ai ri aussi, car que pouvais-je faire d'autre? Cette phrase m'a suivi pendant des années, comme un chewing-gum collé sous ma chaussure. Aux réunions de famille, à Noël, au mariage, chaque fois que quelqu'un posait des questions sur mon travail, David intervenait en premier. Elle est en quelque sorte notre secrétaire interne, disait-il. Si vous avez besoin de régler votre calendrier, Chloé est la personne qu'il vous faut. Ce qu'il n'a jamais remarqué, c'est que le travail administratif m'a tout appris de ce qu'il refusait de voir, comment le pouvoir circule réellement au sein d'une entreprise, qui prend les décisions, qui assure vraiment le bon fonctionnement, qui connaît les chiffres, les contrats, les points faibles. Une employée administrative est assise en silence dans des pièces où d'autres personnes brûleraient d'envie d'entrer. Et je prenais des notes. J'ai été promue plus d'une fois. Adjointe administrative est devenue coordinatrice administrative, puis administratrice des opérations, et enfin directrice des opérations administratives. Chaque titre s'accompagnait de plus de responsabilités, de plus de visibilité. Mais à la maison, j'étais toujours juste la fille à qui l'on demandait d'envoyer le courriel de groupe pour la réunion de famille annuelle. J'aurais pu les corriger. J'aurais pu sortir mes primes de performance, les récompenses internes, les critiques élogieuses des cadres dont j'avais discrètement empêché la carrière de dérailler. Au lieu de cela, j'ai tout ravalé. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre. C'était juste la famille. Ce qu'ils pensaient n'avait pas d'importance. Sauf que si. Car plus ma carrière progressait, plus les blagues de David me piquaient, non seulement comme des commentaires désinvoltes, mais comme des rappels constants qu'à ses yeux, je serais toujours en dessous de lui. Un soutien, pas une substance. Et lorsque l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est restructurée et que j'ai été invité à rejoindre un nouveau département qui combinait mon obsession du détail et mon œil pour les schémas, je n'en ai pas beaucoup parlé à ma famille. Même travail, étage différent, ai-je dit quand maman a demandé. En réalité, c'était le premier pas vers le mot unique qui allait finalement arrêter le monde de mon frère. Le matin du sommet, je suis arrivé au Palais des Congrès de Paris avant le lever du soleil. Le bâtiment était encore à moitié endormi, le personnel de nettoyage poussant des chariots dans le couloir, les techniciens vérifiant les câbles sur la scène principale, l'odeur de café brûlé s'échappant déjà de la zone de restauration. J'ai passé mon badge, et l'agent de sécurité a hoché la tête alors que le scanner clignotait en vert. « Bonjour, Madame Dubois », m'a-t-il salué. « Grande journée. » « Grande journée, ai-je convenu. Je n'étais pas là comme l'accompagnatrice de quelqu'un. Je n'étais pas là comme une participante lambda espérant gravir les échelons grâce au réseautage. J'étais là parce que mon département avait passé 6 mois à planifier ce sommet avec l'équipe de direction, à concevoir l'ordre du jour, à sélectionner les intervenants et, plus important encore, à évaluer avec quelles entreprises nous voulions approfondir nos relations. Sur le papier, mon titre était long et facile à oublier, coordinatrice des opérations administratives et des acquisitions. En pratique, cela signifiait quelque chose de simple, j'étais l'une des personnes qui décidaient quels partenariats valaient notre temps et lesquels ne le valaient pas. J'avais commencé dans ce département en faisant ce que j'ai toujours fait, construire des systèmes. Je suivais les documents de diligence raisonnable, organisais des réunions entre les services juridiques et financiers, et créais des notes de synthèse que les cadres voulaient réellement lire. Mais au fur et à mesure des transactions, mes supérieurs ont remarqué autre chose. « Tu vois des schémas », m'a dit un jour mon directeur en posant un dossier sur mon bureau. « Tu remarques des choses que les autres manquent. J'ai besoin de toi dans la salle, pas seulement à l'extérieur. » J'ai donc assisté à plus de réunions. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai repéré des signaux d'alarme enfouis dans les petits caractères, des incitations mal alignées dans les propositions, des chocs culturels qui auraient transformé des rêves à plusieurs millions d'euros en poursuites judiciaires. Discrètement, progressivement, ma contribution a commencé à compter. Au moment du sommet, je dirigeais le suivi interne d'une série d'acquisitions potentielles et de partenariats stratégiques. L'une de ces entreprises avait un nom que j'ai reconnu immédiatement, la firme où travaillait David, Avenir Tech. J'avais fixé l'écran pendant un long moment lorsque ce dossier était arrivé pour la première fois dans ma file d'attente. Ce n'était pas son entreprise, il n'était ni fondateur ni haut dirigeant. Il était chef de projet senior dans l'une de leurs divisions, mais le projet qui les avait mis sur notre radar était le produit phare de son équipe. Un conflit d'intérêts, a demandé mon directeur quand j'ai mentionné le lien. « Est-ce que vous et votre frère parlez boulot ?» J'ai ri,
mais sans humour. Non, pour autant que ma famille sache, j'imprime des badges nominatifs. Il a secoué la tête. Néanmoins, si cela se rapproche d'une décision, nous mettrons le service juridique dans la boucle. Pour l'instant, je veux ton avis honnête. Si les chiffres sont mauvais, dis-le. S'ils sont bons, dis-le. C'était ça, la nature de mon rôle maintenant. Il ne s'agissait pas d'aller chercher du café. Il s'agissait de dire oui ou non et de le justifier. Alors que je parcourais les couloirs ce matin-là, vérifiant que chaque salle de sous-commission disposait du matériel adéquat, que la zone d'enregistrement était prête et que la signalisation était correcte, j'ai remarqué le logo d'Avenir Tech en cours d'installation à l'une des tables des sponsors. Le voilà, le logo de l'entreprise de mon frère, imprimé sur des bannières et des brochures glacées. J'ai regardé une petite équipe arriver, apportant du matériel de démonstration et arrangeant leur stand. David n'était pas encore avec eux, mais son badge nominatif était là, sur la table, l'attendant. Et, a appelé une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir mon propre patron, Marc, tenant une tablette. Les premières sessions sont confirmées. Tu es prête? Prête, ai-je dit en me redressant. Il a jeté un coup d'œil au stand du sponsor. C'est la boîte où est ton frère, c'est ça? Oui. Et ça ne te dérange pas de travailler à ce sommet avec eux ici? On peut échanger la couverture sur le terrain si c'est bizarre. J'ai pensé aux années passées à n'être qu'une employée administrative, à la façon dont David ne m'avait jamais demandé ce que je faisais exactement toute la journée, aux blagues superposées à des réussites qu'il n'avait même jamais vues. Ça va, ai-je dit. Le travail, c'est le travail. Marc m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Bien, parce qu'il y a une session à huis clos plus tard cet après-midi avec leur vice-président et certains des nôtres. Tes notes seront importantes. J'ai dégluti. Compris. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, plus tard cet après-midi, était exactement le moment où David m'avait envoyé un texto pour se vanter qu'il serait à un grand sommet de l'industrie. Seulement pour les gros bonnets, avait-il écrit. Tu t'ennuierais. Ce n'est que de la stratégie. Je n'avais pas répondu. Maintenant, des heures plus tard, alors que le hall se remplissait de dirigeants de tous les coins de l'industrie, je me déplaçais dans la foule avec un porte-bloc à la main et une oreillette. Pour la plupart d'entre eux, j'étais juste quelqu'un qui pouvait régler un problème de planning ou répondre à une question logistique. Pour quelques-uns, j'étais la personne qu'ils voulaient dans chaque réunion d'acquisition parce que je me souvenais de ce que les autres oubliaient. Et pour ma famille, j'étais toujours la fille qui arrange les chaises. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. En milieu de matinée, le sommet battait son plein. Sur scène, une directrice générale de premier plan parlait du travail invisible, le travail que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il cesse d'être fait. La foule a ri quand elle a plaisanté sur les calendriers qui se gèrent mystérieusement eux-mêmes et les notes de frais qui sont comme par magie classées. Je n'ai pas ri. J'ai observé le public. Certaines personnes ont donné un coup de coude à leurs assistants, souriant d'un air entendu. Quelques cadres se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Ceux qui comprenaient ont jeté un coup d'œil vers le fond de la salle où se tenait le personnel comme moi, toujours prêt, toujours de permanence. Dans n'importe quelle entreprise, a déclaré l'oratrice, on peut dire qu'il comprend vraiment le leadership par la façon dont il traite les gens qui lui facilitent la vie. Mes yeux ont trouvé mon frère. David était arrivé en retard, bien sûr, se glissant dans la rangée que son entreprise avait réservée, son cordon de badge se balançant, arborant déjà son plus grand sourire. Il a chuchoté quelque chose aux collègues à côté de lui, et tous deux ont souri d'un air suffisant. D'où j'étais, on aurait dit que la blague portait sur le personnel. Pendant la pause café, le hall s'est transformé en un labyrinthe de conversation. Les rires résonnaient contre les hauts plafonds. Les cartes de visite s'échangeaient. Les gens se regroupaient autour de tables hautes, jonglant avec des tasses, des pâtisseries et des égos. Je faisais le point avec l'équipe audiovisuelle quand j'ai entendu mon nom. Chloé. Je me suis retourné pour voir Sophie, ma belle-sœur, se frayer un chemin à travers la foule. Salut, ai-je dit, surprise. Tu es venue. Bien sûr que oui, a-t-elle souri, légèrement essoufflée. David n'arrêtait pas de dire à quel point ce sommet est important. Et puis, je voulais te voir dans ton habitat naturel. Elle a regardé autour d'elle, les yeux écarquillés. C'est énorme.
Tu as aidé à organiser tout ça. Moi et beaucoup d'autres personnes, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Elle m'a jeté un regard. J'ai vu tes feuilles de calcul avec des codes couleurs, tu te souviens? Je suis presque sûr que tu vaux bien plusieurs personnes. Cela m'a fait rire, bien qu'il y ait eu une pointe d'amertume. Nous avons discuté pendant quelques minutes des sujets sans danger, comment elle allait, si nos parents se disputaient encore à propos du menu de Noël en mars jusqu'à ce que David apparaisse à ses côtés, passant un bras sur ses épaules. Te voilà, a-t-il dit à elle avant de me jeter un coup d'œil. Salut, petite sœur. Occupée à faire marcher l'imprimante? Le vieux refrain, débité sans effort. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Il n'a pas remarqué la façon dont les yeux de Sophie vacillaient entre nous alors que d'autres personnes de son entreprise se joignaient à nous. David est passé en mode représentation. Il a présenté Sophie à tout le monde, s'est vanté d'un projet récent et a utilisé des mots à la mode qu'il aimait bien. À un moment donné, quelqu'un a demandé, « Attends, c'est ta sœur? Tu n'avais pas dit qu'elle travaillait ici ?» Oui, a dit David en souriant. Elle fait partie du personnel administratif. Vous savez, ceux qui s'assurent qu'il y a du café, des chaises et des badges nominatifs. Elle adore ça. Le groupe a ri. Ce n'était pas méchant, exactement. C'était juste paresseux, une blague facile aux dépens de quelqu'un d'autre. J'ai senti la brûlure familière dans ma gorge, l'envie de me faire toute petite, de disparaître derrière un pilier et d'aller vérifier la salle de la prochaine session au lieu de rester là à encaisser le coup. Mais par les haut-parleurs, la voix de l'annonceur a flotté, notre prochaine session commencera dans 10 minutes. Veuillez vous diriger vers la salle principale. Je me suis souvenu de ce que l'oratrice du matin avait dit sur le travail invisible, sur le leadership. Je me suis aussi souvenu de la première fois où j'ai ouvert le dossier interne sur Avenir Tech et vu les notes d'évaluation des risques. J'avais signalé des préoccupations pas à son sujet, nos rapports n'étaient pas si détaillés mais sur des schémas dans la livraison de l'équipe, des délais manqués, des promesses excessives et une dépendance à un chef de projet dont le nom revenait sans cesse. Son nom. Et, Chloé, m'a demandé l'un des collègues de David. Est-ce que tu assistes à des réunions de grands aujourd'hui, ou c'est surtout de la logistique pour toi? L'ancienne moi aurait ri, se serait faite plus petite et aurait dit quelque chose comme « Oh, non. Je suis juste là pour que tout roule. » Au lieu de cela, j'ai souri faiblement. Ça dépend de ce que vous entendez par un grand. Sophie m'observait attentivement. Il y avait un pli entre ses sourcils, comme si elle résolvait une énigme. Bref, a coupé David en tapant dans ses mains, nous devrions la laisser retourner à sa magie administrative. Si on lui parle trop longtemps, les stylos pourraient arrêter de se remplir tout seuls. Une autre salve de rire. J'ai senti quelque chose changer en moi. Toutes les nuits tardives. Toutes les fois où j'étais resté au bureau après le départ de tout le monde, non pas parce qu'on m'y forçait, mais parce que je voulais comprendre les accords que nous passions. Toutes les fois où mon directeur m'avait demandé mon avis et m'avait réellement écouté. Et toutes les fois où mon propre frère ne s'était même pas soucié de demander une seule fois, « Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas maintenant ?» Peut-être que je m'étais protégé en restant vague. Je travaille dans les opérations. J'aide pour les événements. C'est compliqué. Des réponses sur qui lui laissait la place de combler les vides avec ceux qui le mettaient à l'aise. Peut-être qu'il était temps de le mettre mal à l'aise. L'appel pour la prochaine session a de nouveau retenti. Les gens ont commencé à se diriger vers la salle principale. David et son groupe sont restés à leur table haute, finissant leur café. Sophie est restée silencieuse, son regard oscillant entre le sourire narquois de David et mon expression. « Viens », lui a dit David en lui donnant un coup de coude. On devrait prendre des places près de l'avant. Il faut avoir l'air important, non? Elle n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi. Chloé, a-t-elle dit lentement, je voulais te demander quelque chose. Le bruit du hall semblait s'atténuer autour de nous, comme si quelqu'un baissait lentement le volume. Tu as changé dernièrement, a-t-elle poursuivi, plus confiante. Et tes courriels à propos de ce sommet donnaient l'impression que tu gérais bien plus que des commandes de café. Alors, qu'est-ce que tu fais réellement ici? La question a atterri entre nous comme un défi et une bouée de sauvetage à la fois. David a ri. Chérie, je te l'ai dit. Elle est dans l'administratif. Elle adore ça. Les plannings, les courriels, toute cette magie des coulisses.
n'est-ce pas, Chloé? Pour une fois, je ne l'ai pas regardée en répondant. J'ai regardé Sophie, les collègues qui nous entouraient, les badges suspendus à leur cou, chacun racontant une histoire sur la façon dont il voulait être vu. Et puis j'ai pensé à mon propre badge. Le minuscule titre imprimé que personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de lire correctement. Celui qui contenait le mot que j'avais mis des années à mériter. Le cercle autour de nous s'est resserré juste assez pour que je sente le poids de l'attention de chacun pressé contre ma peau. Alors Sophie a répété, plus doucement maintenant mais avec plus d'insistance, « Qu'est-ce que tu fais réellement ?» Elle ne l'a pas dit méchamment. C'était le pire. Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, seulement de la curiosité et peut-être une pointe d'excuse pour aller à l'encontre de la version facile de l'histoire que David aimait raconter. J'aurais pu le laisser répondre pour moi à nouveau. J'aurais pu rire, lever les yeux au ciel et jouer le rôle de la petite sœur qui endure et qui fait simplement tourner la boutique. Au lieu de cela, j'ai posé ma tasse de café sur la table et je me suis redressé complètement, comme si je me tenais enfin à la hauteur de ma propre description de poste. Acquisition, ai-je dit. Le mot a atterri avec un poids que j'ai senti jusque dans mes os. Le brouhaha autour de nous ne s'est pas seulement calmé, il s'est arrêté. Une conversation à la table voisine s'est interrompue en pleine phrase. Quelqu'un a fait tomber un agitateur, le petit cliquetis absurdement fort dans le silence soudain. Acquisition, a répété l'un des collègues de David, fronçant légèrement les sourcils. J'ai hoché la tête. Opérations administratives et acquisitions. J'aide à évaluer avec quelles entreprises nous nous associons, dans lesquelles nous investissons ou non. Le dernier mot est resté en suspens, tranchant mais calme. En face de moi, le visage de Sophie s'est vidé de sa couleur. Ses yeux sont passés de mon visage au logo sur mon badge, puis au symbole discret sur son propre cordon qu'il a désigné comme invité d'Avenir Tech. J'ai assisté à sa prise de conscience en temps réel. Tu veux dire, a-t-elle commencé, la voix brisée, que ton équipe est celle qui examine les propositions, les dossiers de diligence raisonnables, les profils de risque. J'ai terminé doucement, oui. Je n'ai pas dit, et en ce moment, l'entreprise de ton mari est sur cette liste. Je n'ai pas eu besoin de le faire. L'un des collègues de David s'est agité, mal à l'aise. Alors, tu fais, genre, partie du groupe qui décide de continuer avec nous? Je fais partie du groupe qui fait des recommandations, ai-je clarifié. Les décisions finales sont au-dessus de mon niveau de rémunération, mais mon analyse compte. Silence à nouveau, cette fois plus lourd. Je sentais David me fixer, mais j'ai gardé mon regard sur Sophie un instant de plus. Elle avait l'air abasourdie, comme si on lui avait donné une énigme qu'elle pensait avoir déjà résolue, pour découvrir qu'il y avait des pièces cachées depuis le début. Tu n'as jamais dit ça, a-t-elle murmuré. Personne n'a jamais demandé, ai-je répondu. Finalement, je me suis tourné vers mon frère. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de sourire narquois près. Sa bouche était entr'ouverte, comme si la blague qu'il s'apprêtait à faire était morte à mi-chemin. Attends, a-t-il dit lentement. Tu es en train de me dire que tu es l'une des personnes qui décident si mon entreprise se fait acheter? Je suis l'une des personnes qui décident si votre entreprise dépasse même le stade de la considération sérieuse, ai-je dit. Mon ton n'était pas cruel, il était simplement factuel. Je suis vos délais de livraison et votre conformité contractuelle depuis 3 mois. Son visage est devenu d'un rouge profond et inégal. Tu plaisantes, a-t-il dit. Allons, tu es. Il s'est arrêté juste à temps. J'ai vu le mot passer derrière ses yeux quand même, juste une employée administrative. Sauf que maintenant, la pièce savait la vérité. L'un de ses collègues s'est raclé la gorge. Nous, espérions un retour positif de votre part, a-t-il admis, la voix hésitante. La direction est assez anxieuse à propos de cet accord. J'ai penché la tête, laissant cela s'imprégner. J'ai donné un avis honnête, ai-je dit. C'est mon travail. Sophie a dégluti difficilement. Honnête, dans le sens. Dans le sens. Je ne laisse pas les relations familiales affecter mon évaluation, ai-je répondu. La performance de votre entreprise est ce qu'elle est. C'est à ce moment-là que David a enfin compris exactement où il se situait. Non pas comme l'éternel enfant prodige dont les erreurs seraient discrètement réparées par sa petite sœur, mais comme un nom dans une feuille de calcul, une ligne dans un rapport, soumis à la même surveillance que tout le monde.
il a regardé le cercle, cherchant désespérément quelqu'un pour rire, pour briser la tension, pour restaurer la hiérarchie où son titre le rendait plus important que le mien. Personne ne l'a fait. La blague n'était plus drôle. Le système de sonorisation a retenti, annonçant le début de la prochaine session. Les gens ont commencé à bouger, mais personne dans notre petit groupe n'a bougé. Les doigts de Sophie se sont resserrés autour de sa tasse de café. « David » a-t-elle dit doucement, « peut-être qu'on devrait s'asseoir. » Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient toujours rivés sur moi, une tempête de colère, de choc et d'autres choses tourbillonnant derrière eux. Quelque chose qui ressemblait terriblement à de la peur. Parce qu'à cet instant, il a enfin réalisé qui j'étais. Pas la petite sœur qui allait chercher ses devoirs oubliés, pas l'organisatrice de fête par défaut de la famille, pas la chute de ses blagues sur « juste une employée administrative ». J'étais une partie de la machine qui déciderait si le projet sur lequel il avait bâti sa réputation vivrait ou mourrait. Et pour la première fois de notre vie, il n'avait aucun contrôle sur ce que j'allais dire ensuite. Le reste de la pause café s'est déroulé dans un flou. Les gens ont commencé à se diriger vers la salle principale, mais l'air autour de notre petit cercle était toujours glacial. Sophie a finalement touché le bras de David. « Nous allons être en retard » a-t-elle murmuré. « Viens. » Il a cligné des yeux comme si le monde revenait soudainement au point. « Ouais » a-t-il marmonné. « D'accord. » Ils se sont éloignés avec ses collègues, mais à quelques pas, il se retournait vers moi comme si les 10 dernières minutes avaient réarrangé toute la carte dans sa tête. D'une certaine manière, c'était le cas. Je ne l'ai pas poursuivi. Je ne me suis pas excusé. J'ai pris mon porte-bloc et je suis passé à la prochaine chose à faire, car c'est ce que j'ai toujours fait. Sauf que cette fois, la prochaine chose n'était pas de remplir des stylos ou de vérifier des microphones. C'était une réunion qui pourrait changer la trajectoire de sa carrière. En début d'après-midi, le sommet s'était scindé en différentes pistes, sessions en sous-groupes, tables rondes, un panel sur l'éthique de l'intelligence artificielle, un autre sur la restructuration dans des marchés incertains. Entre tout cela, une poignée de salles de conférence au dernier étage avait été réservée pour quelque chose qui ne figurait pas à l'ordre du jour public. « Prête » m'a demandé Marc à voix basse alors que nous nous dirigions vers l'une de ces portes. Mon cœur battait fort, mais ma voix est restée stable. Oui. À l'intérieur, la pièce était toute en verre et en lignes épurées, le genre d'espace conçu pour vous faire prendre conscience de l'argent qui circule lorsque les gens s'assoient. Quelques-uns de nos cadres étaient déjà là, ainsi que notre conseiller juridique et quelqu'un de la finance. Le vice-président d'Avenir Tech était assis de l'autre côté de la table avec leur chef de produit. David n'était pas dans la pièce. Ce n'était pas son niveau. Mais son nom était imprimé sur l'un des documents posés devant moi. « Merci de vous joindre à nous », a dit notre vice-président alors que nous nous installions tous. Il a hoché la tête dans ma direction. « Chloé, vous avez géré la coordination interne sur ce dossier, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous présenter votre dernière synthèse avant que nous écoutions leur présentation? » Le voilà, le moment. On pourrait penser que c'était comme tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Ce n'était pas le cas. C'était comme tenir un dossier, un ensemble de faits et de schémas, une histoire racontée en chiffres et en comportements plutôt qu'en mots. J'ai pris une inspiration. Bien sûr. Je n'ai pas commencé par le nom de mon frère. J'ai commencé par les délais de livraison, les indicateurs de performance et les rapports d'incidents. J'ai parlé du potentiel de leurs produits, de la manière dont certaines innovations de leur équipe étaient vraiment impressionnantes, mais de la façon dont ces forces étaient minées par des problèmes d'exécution répétés. Plusieurs délais ont été manqués, ai-je dit en faisant défiler ma tablette, pas une seule fois, mais de manière récurrente. Il y a aussi eu des rapports internes signalant une culture de promesses excessives et de pression sur le personnel pour régler les problèmes à la dernière minute au lieu de s'attaquer aux causes profondes. Un membre de notre conseil juridique a hoché la tête. J'ai vu ça. Ils épuisent leurs équipes. Le vice-président d'Avenir Tech s'est agité sur son siège. Nous avons traité ces préoccupations, a-t-il dit rapidement. Nous avons apporté des changements depuis ces rapports. Je ne l'ai pas regardé en répondant. J'ai regardé mes notes. Il y a des améliorations documentées au dernier trimestre, ai-je reconnu, mais elles semblent liées à la pression entourant cet accord potentiel plutôt qu'à un changement systémique. Ma préoccupation est la durabilité une fois que les projecteurs seront éteints.
Si David avait été dans la pièce, il m'aurait peut-être accusé de remuer le couteau dans la plaie. Mais la vérité, c'est que j'avais écrit tout cela bien avant de réaliser que son nom était attaché au projet. Sur la base des données que nous avons examinées, ai-je poursuivi, ma recommandation est que si nous allons de l'avant, ce devrait être avec des conditions strictes et une structure progressive. Alternativement, j'ai hésité, puis j'ai décidé que je n'étais pas là pour être douce, nous devrions peut-être reconsidérer si c'est le bon choix, étant donné le nombre de signaux d'alarme. La pièce est restée silencieuse un moment. Notre vice-président a regardé la finance, puis le juridique, puis de nouveau moi. Est-ce toujours votre point de vue après avoir rencontré leur équipe en personne aujourd'hui, a-t-il demandé. Mon esprit est revenu au hall. À la voix de David, forte et facile, dénigrant le travail qui avait construit le sommet même auquel il était si fier d'assister. Ce n'est qu'une employée administrative. J'ai pensé à l'oratrice de ce matin parlant du travail invisible, du leadership. Oui, ai-je dit simplement. C'est mon point de vue. Le vice-président d'Avenir Tech s'est raclé la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas sûr que votre coordinatrice des opérations ait une compréhension complète de la vision stratégique ici. L'expression de notre vice-président n'a pas changé, mais quelque chose de froid est entré dans son ton. Avec tout le respect que je vous dois, a-t-il répondu, nous ne mettons personne dans cette pièce à moins que sa compréhension ne soit à la fois profonde et fiable. Chloé a été l'une des voix les plus fiables sur nos 3 dernières transactions. La chaleur m'est montée aux joues, mais j'ai gardé un visage neutre. Nous ne sommes pas ici pour vous attaquer, a poursuivi notre vice-président. Nous sommes ici pour voir s'il y a quelque chose qui fonctionne pour les deux parties, mais nous n'ignorerons pas des schémas cohérents simplement parce qu'un produit a l'air bien sur une diapositive. Le reste de la réunion a été tendu, mais professionnel. Ils ont fait leur présentation. Nous avons posé des questions. Aucune voix ne s'est élevée. Aucune menace n'a été proférée. Nous sommes partis avec des notes et des prochaines étapes, sans drame. Pourtant, en sortant, je savais que quelque chose avait changé. Pas seulement pour eux, mais pour moi. Marc a croisé mon regard dans le couloir. Tu as été solide là-dedans, a-t-il dit. Sans parti pris. Claire. C'est exactement ce que nous attendons de toi. Merci, ai-je dit doucement. Peux-tu m'envoyer ta recommandation écrite finale ce soir, a-t-il demandé. Nous nous réunirons à nouveau la semaine prochaine pour prendre une décision provisoire. J'ai hoché la tête. Elle sera sur ton bureau. Alors qu'il s'éloignait, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un texto de David, il faut qu'on parle. Maintenant. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis je me suis dirigé vers le seul endroit du sommet où je savais que personne ne nous dérangerait, la petite terrasse extérieure au 3e étage, juste à côté d'un couloir latéral. Il était déjà là quand je suis sorti, faisant les 100 pas, les mains dans les poches. La ligne d'horizon de Paris scintillait derrière lui, tout en vert, en béton et en ciel. Alors, c'est vrai, a-t-il dit dès qu'il m'a vu. Pas de salutation, pas de sourire, juste une accusation. Tu es l'une des personnes qui essaient de nous planter. J'ai fermé doucement la porte derrière moi. Non, ai-je dit. Je suis l'une des personnes qui essaient de ne pas nous planter. Tu viens de dire à une salle pleine de costards que mon entreprise n'est pas assez bonne, a-t-il lancé. Tu aurais pu dire quelque chose la semaine dernière. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu m'avertir. J'ai senti ma propre colère monter, lente et profonde. T'avertir de quoi, exactement? Que ton entreprise a un historique documenté de prendre des raccourcis et de pousser les gens au-delà de leurs limites. Tu le savais déjà. Tu es en plein dedans. Sa mâchoire s'est crispée. C'est ma carrière, Chloé. Et c'est mon travail, ai-je répondu. Je ne peux pas arranger des rapports parce que mon frère est impliqué. Il a ri amèrement. Tu as toujours été la petite fille qui suit bien les règles, hein? Si parfaite, si éthique, jusqu'à ce que ça me fasse du mal. Je l'ai regardé fixement. Tu t'es tenu devant tes collègues et ta femme et tu leur as dit que j'imprime des badges nominatifs pour gagner ma vie. C'était une blague, a-t-il dit en levant les mains. Tu sais que je ne le pense pas comme ça. Comment le penses-tu alors, ai-je demandé doucement. Parce que de mon point de vue, ça ressemblait exactement à ce que tu crois de moi depuis que nous sommes adolescents. Il a levé les yeux au ciel.
Oh, allons. Tu ne vas quand même pas mêler l'enfance à ça? Tu es en colère parce que je t'ai appelé juste une employée administrative. Je suis en colère, ai-je dit, ma voix soudainement tranchante, parce que tu n'as jamais demandé une seule fois qui je suis vraiment. Nous sommes restés là, le vent tirant sur nos vêtements, le bruit de la ville un bourdonnement lointain. Tu pourrais arranger ça, a-t-il dit finalement, son ton passant de la colère à quelque chose de plus glissant. Tu pourrais reformuler ton rapport. Mettre l'accent sur les points positifs. Minimiser le reste. Faire comprendre que nous valons le risque. Il s'est approché, baissant la voix. Tu n'as pas à mentir. Il suffit d'orienter un peu les choses. La voilà. La demande silencieuse. L'attente que je plie l'échine pour lui comme je l'avais toujours fait. Tu te souviens de la première fois où tu m'as appelé juste une employée administrative, lui ai-je demandé au lieu de répondre. À ce dîner à l'université, devant tes amis? Il a froncé les sourcils. Pourquoi tu parles de ça? C'était il y a une éternité. C'était la première fois que j'ai réalisé que tu ne considérais pas ce que je faisais comme un vrai travail, ai-je dit. Depuis, chaque fois que tu l'as dit, ça a été un rappel que tant que je reste petite, tu te sens grand. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Cet accord, ai-je poursuivi, ne concerne pas toi et moi. Il s'agit de savoir si ton entreprise est un bon partenaire pour la nôtre. Les faits disent que c'est risqué. Mon travail est de le dire à voix haute. Alors c'est tout, a-t-il exigé. Tu es prête à saboter ma carrière pour une rancune? Le mot m'a frappé comme une gifle. Un instant, j'ai presque douté de moi. Mais ensuite, j'ai pensé aux assistants de son équipe dont j'avais vu les noms dans les rapports internes, s'épuisant sous des délais impossibles, au courriel de fin de soirée que ma boîte de réception avait intercepté, horodaté à 2 heures du matin, de membres du personnel suppliant pour une autre prolongation parce que la direction avait encore fait des promesses excessives. Ce n'est pas une rancune, David, ai-je dit doucement. C'est de la responsabilité. Ses yeux ont lancé des éclairs. Si cet accord échoue, je pourrais perdre mon poste. Je sais, ai-je dit. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de construire ton château sur des fondations de chaos. Il a reculé d'un pas comme si je l'avais poussé. Tu veux vraiment faire ça? Je ne veux rien de tout ça, ai-je répondu, et pour la première fois, ma voix s'est brisée. Je voulais un frère qui me voyait. Je voulais une famille qui ne traitait pas mon travail comme une blague. Je voulais que tu sois fier de moi, pas seulement quand je te facilitais la vie. J'ai pris une inspiration. Mais j'ai fini de me faire plus petite pour que tu puisses te sentir plus grand. Si ton entreprise ne peut pas tenir sur ses propres mérites, ce n'est pas mon travail de la soutenir. Son expression s'est durcie en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Ne viens pas pleurer chez moi quand ça te retombera dessus, a-t-il dit. Maman et papa vont péter un câble quand ils découvriront ce que tu as fait. S'ils avaient été attentifs, ai-je dit, ils sauraient déjà ce que je fais. Il a ri une fois, sans humour. Profite de ton petit délire de puissance, Chloé. Puis il a ouvert la porte d'un coup sec et a disparu à l'intérieur, me laissant seul sur la terrasse avec seulement le vent et la certitude que, pour la première fois de notre vie, je m'étais choisi plutôt que lui. Ce soir-là, dans mon petit appartement, je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé ma recommandation finale. Je n'ai ajouté aucun venin. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas non plus adouci les angles. J'ai exposé les faits. À la fin du document, j'ai ajouté une seule phrase, compte tenu des schémas de comportement persistants documentés ci-dessus, je recommande que nous n'allions pas de l'avant avec une acquisition pour le moment. J'ai signé mon nom, et j'ai cliqué sur envoyer. La décision est tombée 3 semaines plus tard. À ce moment-là, le sommet semblait être un rêve que j'avais fait dans une autre vie. J'avais repris mes routines, café du matin, train pour le bureau, réunion, feuille de calcul, appel. Mais sous tout cela, il y avait un bourdonnement constant d'attente. Quand le courriel de la direction est finalement arrivé, mon cœur a raté un battement. Objet, décision finale, proposition Avenir Tech. J'ai lu la première ligne une fois, puis 2 fois, après un examen attentif de tous les documents et recommandations, nous avons décidé de ne pas donner suite à l'acquisition proposée d'Avenir Tech pour le moment. J'ai expiré lentement, l'air quittant mes poumons d'une manière qui semblait s'être accumulée pendant des années. C'était fait. Ce n'était pas seulement à cause de moi,
les préoccupations de notre équipe avaient été reprises par la finance, le juridique, des consultants externes. Mais mon rapport avait été l'un des piliers. Un instant, la culpabilité m'a traversé comme un éclair. Puis je me suis souvenu de la terrasse, de la façon dont il s'était appuyé sur moi, supposant que je plierais. Mon téléphone a vibré avant que j'aie pleinement traité le message. D'abord, un texto de Sophie, « Tu as entendu pour l'accord ?» Puis, quelques secondes plus tard, un appel de ma mère. J'ai fixé l'écran. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé sonner. Puis, j'ai écouté le message vocal. Chloé, la voix de maman tremblait. Ton frère est dévasté. Il dit que ton entreprise s'est retirée de l'accord. Peux-tu me rappeler? Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Il dit que ça porte ton empreinte. Bien sûr qu'il le disait. Je suis restée assise là un long moment, le téléphone à la main, le poids de toutes ces années pesant sur moi, tous les dîners où mes réussites avaient été ignorées, toutes les blagues sur mon petit travail de bureau, tout le travail supplémentaire que j'avais fait gratuitement juste pour être incluse. Étais-je la méchante maintenant? La sœur au cœur de pierre qui avait laissé son accord mourir? Ou étais-je simplement la première personne de notre famille à refuser de nettoyer derrière lui? Ce soir-là, j'ai finalement répondu à l'un des appels de maman. Comment as-tu pu faire ça, furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Salut, maman, ai-je dit, sans méchanceté. Contente de t'entendre aussi. Ce n'est pas le moment de plaisanter, a-t-elle lancé. Ton frère a travaillé si dur pour ça. Il a dit que tu avais fait un mauvais rapport sur son entreprise, que tu les avais fait passer pour des incompétents. J'ai fait un rapport honnête, ai-je corrigé, basé sur des problèmes documentés, pas sur des sentiments personnels. Tu sais à quel point c'était important pour lui, a-t-elle insisté. Tu aurais pu aider. Juste cette fois. J'ai ri doucement, incapable de m'en empêcher. Juste cette fois? Maman, j'ai aidé toute ma vie. C'est littéralement le rôle que vous m'avez assigné. C'est différent, a-t-elle insisté. Ça affecte son avenir. Le mien aussi, ai-je dit. Si je commence à mentir dans des rapports officiels parce que mon frère n'aime pas le son de la vérité, ça affecte mon avenir aussi. Il y eut un silence. Tu as changé, a-t-elle dit finalement, comme si c'était une accusation. Tu étais si accommodante avant. Oui, ai-je dit. Je sais. Ton frère est anéanti, a-t-elle poursuivi. Il dit que tout son travail pourrait être gâché maintenant. Ses patrons sont furieux. C'est entre lui et ses patrons, ai-je répondu. Pas entre lui et moi. Les familles devraient se protéger mutuellement, a-t-elle essayé à nouveau, la voix tremblante. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé une voix égale. Les familles devraient se respecter mutuellement, ai-je dit. Pendant des années, vous avez regardé David me rabaisser devant les gens et n'avez jamais dit un mot. C'était juste de la taquinerie, a-t-elle protesté faiblement. Peut-être pour vous, ai-je dit. Pour moi, c'était un rappel que peu importe ce que je faisais, je serais toujours de seconde zone dans cette famille. Elle a eu le souffle coupé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, ai-je demandé. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je fais réellement à mon travail? Le silence s'est étiré entre nous. Exactement, ai-je dit doucement. Je ne veux pas me disputer, a-t-elle murmuré. Je veux juste. Je ne veux pas perdre mes enfants pour un accord commercial. Tu ne me perds pas, ai-je dit. Je ne suis simplement pas prête à sacrifier mon intégrité pour protéger la version de David que tu préfères voir. Elle a reniflé. Il dit que tu l'as humilié à cette conférence. J'ai pensé au hall, à sa blague, au moment où la pièce est devenue silencieuse après mon unique mot. J'ai dit la vérité, ai-je dit, dans une pièce où il racontait un mensonge sur moi depuis des années. Ce n'est pas comme ça qu'il le voit. Je sais, ai-je répondu. Et peut-être qu'il ne le verra jamais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé dans la pénombre de mon salon, la lueur de la télévision vacillant silencieusement. Mon téléphone a vibré encore et encore, des textos de cousins, de parents qui ne m'avaient jamais demandé comment s'était passée ma journée mais qui voulaient maintenant une explication. Je ne leur ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre message de Sophie, je suis vraiment désolé pour tout ça. J'ai entendu ce que ta mère t'a dit.
On peut parler? Nous nous sommes rencontrés quelques jours plus tard dans un petit café à mi-chemin entre nos quartiers. Elle avait l'air épuisée. Il y avait de légères ombres sous ses yeux. Comment vas-tu? A-t-elle demandé dès que nous nous sommes assises. Ça dépend à qui tu poses la question, ai-je dit sèchement. D'après maman, je suis la raison pour laquelle le monde de David s'effondre. Un petit sourire a étiré ses lèvres. D'après David aussi. Et d'après toi, ai-je demandé. Elle a remué son café lentement. D'après moi, tu as fait ton travail. Et il fait enfin face aux conséquences qu'il a évitées pendant longtemps. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre. Elle a eu un petit rire triste. Tu penses être la seule à avoir subi son ego. Elle m'a raconté des choses que je n'avais jamais entendues auparavant, sur la façon dont David parlait de sa propre équipe, comment il s'attribuait le mérite de leur travail, comment il rejetait les suggestions du personnel junior, sur les nuits tardives où il se plaignait des idiots des opérations qui ne comprenaient pas la vision. Il n'a jamais fait le lien que tu es l'une de ces personnes des opérations maintenant, a-t-elle dit. Dans son esprit, tu es resté figé à 22 ans. Comment gère-t-il la décision, ai-je demandé. Mal, a-t-elle soupiré. Ils ne l'ont pas renvoyé, mais l'échec de l'accord a poussé ses patrons à réévaluer beaucoup de choses. Ils l'ont retiré du projet phare. Il ne le prend pas bien. Une partie de moi a ressenti une lueur de satisfaction. Une autre partie a ressenti une douleur sourde. Nous avions partagé une enfance, des matins de Noël, des blagues d'initiés qui existaient bien avant que, juste une employée administrative, ne devienne sa phrase préférée. Je ne veux pas qu'il soit ruiné, ai-je dit doucement. Je veux juste qu'il arrête de me marcher dessus pour monter plus haut. Ce n'est pas ta faute, a-t-elle répondu. C'est la sienne. Elle a hésité, puis a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, quand tu as dit l'acquisition dans ce hall, j'ai senti quelque chose se briser. Pas parce que tu l'as embarrassé, mais parce que j'ai réalisé à quelle vitesse j'avais cru à sa version de toi. Je suis désolé de ne pas avoir demandé plus tôt. Ma gorge s'est nouée. Merci, ai-je réussi à dire. Nous avons parlé un peu plus longtemps de travail, de thérapie, de ce deuil étrange qui survient quand on réalise que sa famille ne vous verra peut-être jamais clairement, peu importe avec quelle force on apprend à se tenir droit. Avant de nous séparer, elle m'a regardé sérieusement. Quoi qu'il arrive entre David et moi, a-t-elle dit, je veux que tu saches ceci. Tu n'as rien fait de mal. Tu as posé une limite. Tu as le droit. Limite. C'était un mot si simple pour quelque chose qui m'avait semblé impossible toute ma vie. Au cours des mois suivants, les contacts avec ma famille se sont raréfiés. Ils avaient toujours leurs conversations de groupe, leur dîner du dimanche, leurs photos sans moi. De temps en temps, maman envoyait un message, tu nous manques. Quand laisseras-tu tomber? Elle n'a jamais demandé, de quoi as-tu besoin de notre part pour revenir? Alors, j'ai construit ma propre vie. Je me suis investi dans mon travail, non pas comme une évasion, mais comme un moyen de continuer à grandir. J'ai rejoint un programme de mentorat pour jeunes employés administratifs, leur apprenant à transformer le travail invisible en un levier visible. J'ai commencé à dire non aux demandes déraisonnables au lieu de tout réparer automatiquement. Parfois, tard le soir, je repensais à cette journée dans le hall, au silence qui s'était installé après que j'ai dit un seul mot, au regard sur le visage de David quand il a réalisé que je détenais un pouvoir qu'il ne pouvait pas contrôler. Non pas parce que je l'avais volé, mais parce que je l'avais mérité. Est-ce que ça a tout réglé? Non. Nous ne nous sommes pas réconciliés par magie. Il n'y a pas de dîner de famille en larmes où tout le monde s'excuse soudainement et me comprend. La vraie vie vous offre rarement ce genre de fin parfaite. Mais il y a ceci. La fois suivante où quelqu'un à une fête m'a demandé ce que je faisais dans la vie et qu'un parent a essayé d'intervenir avec « c'est notre organisatrice, elle met tout le monde au pas », j'ai souri et répondu pour moi-même. Je travaille dans les acquisitions, ai-je dit. J'évalue quelles entreprises sont de bons partenaires pour nous et lesquelles ne le sont pas. C'est beaucoup de responsabilités. J'adore ça. Et cette fois, quand la pièce est devenue silencieuse, ce n'était pas